La taille compte, surtout quand on essaie de projeter sa puissance à travers les océans du monde. C'est pourquoi la marine russe a construit certains des navires les plus uniques et imposants de l'histoire, maintenant vivantes les légendes de la guerre froide, aux côtés de frégates lance-missiles modernes, mais parmi tous ces atouts navals, lesquels se distinguent vraiment comme les plus grands, dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des plus grands navires de guerre de la marine russe. Nous commençons notre voyage dans les eaux glaciales de la Fédération russe avec un classique qui refuse de prendre sa retraite, la classe Krivak. Ce navire est essentiellement le grand-père de la flotte de frégates russes modernes et malgré son âge, il a encore une sacrée morsure. Conçu à l'origine à l'ère soviétique comme chasseur de sous-marins, la classe Krivak, ou projet 1135 comme les initiés l'appellent, a un look très distinctif que les passionnés militaires peuvent repérer à des kilomètres. Ce n'est pas le plus gros navire de notre liste aujourd'hui, avec un déplacement d'environ 3500 tonnes, mais il a établi la norme pour ce qui allait suivre. Quand on regarde ce navire, la première chose qu'on remarque, c'est le gros lanceur carré à l'avant pour les missiles. Il a été construit pour traquer les sous-marins de l'OTAN dans l'Atlantique en utilisant un sonar d'étrave massif qui donnait au navire une apparence très nez de taureau. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est comment la marine russe les a gardés pertinents. Ils ne les ont pas tous envoyés à la casse quand le rideau de fer est tombé. Au lieu de ça, ils les ont modernisés. On parle d'une longueur d'environ 123 mètres, ce qui est assez compact pour être agile, mais assez grand pour survivre aux tempêtes océaniques violentes. Il est propulsé par des turbines à gaz. Et il y a une histoire amusante à ce sujet. Les premières versions avaient des turbines chantantes très distinctives qui étaient si bruyantes que d'autres navires pouvaient les entendre arriver sous l'eau avant même de les capter sur radar actif. Ils ont fini par régler ça, mais la réputation est restée. Aujourd'hui, ces navires servent principalement en mer Noire et dans le Pacifique, agissant comme navires de patrouille. Ils ne sont peu être pas les nouveaux jouets brillants, mais ce sont les bêtes de somme qui maintiennent la flotte en marche. C'est le genre de navire qui prouve qu'on n'a pas toujours besoin de la technologie la plus récente pour être efficace. Parfois, il suffit d'une coque solide et de beaucoup de missiles. Avant de passer à la prochaine évolution, as-tu déjà vu un navire aussi vieux encore en service actif? Fais-le moi savoir dans les commentaires. En remontant l'échelle de l'évolution, nous arrivons à la classe Admiral Grigorovitch. Maintenant, si le Krivak était le grand-père, celui-ci est le petit-fils athlétique et moderne qui va à la salle de sport tous les jours, sans exception. Cette classe représente un bond massif en avant dans la technologie et la philosophie de conception pour la marine russe. On regarde un déplacement d'environ 4000 tonnes, ce qui la rend légèrement plus costaud que son prédécesseur. La chose la plus terrifiante à propos de ce navire n'est pas sa taille cependant, c'est ce qu'il transporte à l'intérieur. L'admiral Grigorovitch est armé des fameux missiles de croisière calibrés. Tu en as peu, être entendu parler aux infos parce qu'ils permettent à cette frégate de frapper des cibles terrestres à des milliers de kilomètres avec une précision chirurgicale. C'est un vrai game changer. Le design est aussi beaucoup plus furtif. Contrairement aux formes grossières et anguleuses des navires de la guerre froide, celui-ci a des surfaces inclinées pour dévier les ondes radar, le rendant plus difficile à détecter pour les ennemis. Cependant, l'histoire de ce navire a un peu de drame attaché. À l'origine, les moteurs à turbine à gaz devaient être importés, mais en raison de tensions géopolitiques, cette chaîne d'approvisionnement a été coupée. La Russie a dû se démener pour construire ses propres moteurs afin de terminer la flotte. Ça montre à quel point la construction de ces bêtes peut être compliquée. Avec une longueur de 124 mètres, elle s'inscrit parfaitement dans la catégorie des frégates rapides, létales et capables d'opérer seules ou en groupe. Ensuite, sur notre compte à rebours se trouve un navire, avec un nom qui se traduit littéralement par intrépide, la classe Neustrachimy. C'est l'une des histoires essais les plus intéressantes de la marine russe. Conçue juste au sommet de la guerre froide, elle était censée être le principal remplacement pour les navires plus anciens dont nous venons de parler. Mais ensuite, l'Union soviétique s'est effondrée et le financement s'est évaporé. En conséquence, seulement 2 de ces navires ont jamais été achevés, ce qui en fait une vision rare en haute mer. Déplaçant environ 4400 tonnes, la classe Neustrachimy est un pas en avant significatif en taille.
Elle mesure environ 129 mètres de long, lui donnant plus d'espace pour l'endurance et le confort de l'équipage pendant les longues missions. Son travail principal est la guerre anti-sous-marine et elle est très douée pour ça. Ces navires ont un profil très élégant pour leur époque, destiné à réduire leur signature radar bien avant que le furtif ne soit un mot à la mode dans la conception navale. Ces dernières années, le navire de tête de cette classe a été fortement impliqué dans les opérations anti-piraterie au large des côtes de Somalie. Imagine être un pirate dans une petite embarcation et voir 4000 tonnes d'acier gris foncer sur toi. Ce n'est pas un combat équitable, et c'est exactement le but. Parce qu'il n'y en a que deux, leur maintenance a été un casse-tête pour les ingénieurs, les pièces de rechange ne sont pas exactement produites en masse quand on n'a pas une grande flotte, ils ont passé beaucoup de temps en cale sèche à subir des réparations, ce qui fait que les apercevoir en mer est un événement spécial pour les observateurs de navires. C'est un pont entre l'ancienne puissance soviétique et la réalité russe moderne, un navire capable qui a été victime d'un mauvais timing. Maintenant, ça devient sérieux avec la classe Admiral Gorchkov. C'est actuellement le joyau de la couronne de la flotte de surface russe en ce qui concerne les frégates. Si les navires précédents étaient des mises à niveau ou des vestiges, le Gorchkov est une bête complètement nouvelle, construite de la quille jusqu'en haut pour le XXIe siècle. Il est plus grand, plus lourd et plus effrayant. On parle d'un déplacement en charge complète de 5400 tonnes. C'est beaucoup d'acier. La longueur s'étend à 135 mètres, lui permettant de transporter ce qui se fait de plus récent en technologie d'armement. On ne peut pas parler de l'Admiral Gorchkov sans mentionner le missile Zircon. C'est une arme hypersonique qui vole si vite que la plupart des systèmes de défense actuels ne peuvent même pas la suivre, encore moins l'abattre. Il transforme cette frégate en menace stratégique pour les porte-avions massifs. Le navire lui-même a l'air très futuriste, avec une superstructure faite de matériaux composites pour absorber les signaux radars. Il est équipé du système de défense aérienne poliment réduite, qui est essentiellement la version navale du fameux système de missiles S-350 terrestres. Cela signifie que le Gorchkov crée une zone d'exclusion aérienne partout où il navigue. Il a voyagé partout dans le monde, de l'Arctique glacé aux eaux tropicales des Caraïbes et de l'océan Indien, juste pour montrer le drapeau et prouver sa fiabilité. Il est conçu pour opérer dans les vagues les plus violentes, sans perdre en efficacité au combat. Le coût de construction d'un seul de ces navires est astronomique, mais pour les capacités qu'il apporte, être capable de frapper des cibles terrestres, maritimes et aériennes simultanément, la marine russe considère que ça vaut chaque rouble. Faisons une pause dans les lanceurs de missiles et regardons les déménageurs de muscles. La classe Ivan Grene. C'est un navire de débarquement et bien qu'il n'ait peu, être pas les missiles hypersoniques tape à l'œil du Gorchkov, il est absolument massif et vital pour gagner des guerres. On ne peut pas conquérir un territoire avec seulement des missiles, finalement il faut des bottes sur le terrain et l'Ivan Grene est le bus qui les y amène. Ce navire déplace la bagatelle de 6600 tonnes lorsqu'il est complètement chargé. Il est conçu pour naviguer directement vers une plage, ouvrir ses portes d'étrave massives et vomir des chars, des véhicules de transport de troupes blindées et des centaines de marines en colère. Il mesure environ 135 mètres de long, essentiellement un garage flottant avec des canons. Le développement de cette classe a en fait été un peu un cauchemar. Il a fallu un temps incroyablement long pour le construire, et pendant les essais en mer, les marins se sont plaints de problèmes de stabilité. Essentiellement, le navire roulait trop dans les eaux agitées, ce qui est un trait terrible pour un vaisseau transportant des chars lourds et des soldats ayant le mal de mer. Ils ont dû retourner à la planche à dessin et corriger la conception de la coque pour le rendre apte à la navigation. Il peut transporter 13 chars de combat principaux ou 36 voltéicules de transport de troupes blindées, plus environ 300 marines. Il a aussi une plateforme d'hélicoptères à l'arrière pour le soutien aérien. Ces navires sont cruciaux pour projeter la puissance, permettant à la marine de débarquer une petite armée partout où il y a un littoral. Maintenant, nous entrons dans la catégorie poids lourd, avec la classe Udaloa. Si tu as grandi en regardant des films de guerre froide, c'est le navire que tu as probablement vu comme méchant. Ce sont des destroyers dédiés, construits avec une obsession, traquer les sous-marins nucléaires américains.
l'Udaloa est instantanément reconnaissable parce qu'il a un look très agressif et encombré avec des radars et des antennes qui dépassent partout. Il déplace environ 7500 tonnes, ce qui est un bond significatif par rapport aux frégates dont nous avons parlé plus tôt. La longueur est un formidable 163 mètres. L'une des caractéristiques les plus cool de la classe Udaloa est qu'elle transporte 2 hélicoptères, pas seulement un. Dans le monde de la chasse aux sous-marins, 2 hélicoptères valent mieux qu'un parce que l'un peut plonger son sonar dans l'eau pour écouter, pendant que l'autre largue des torpilles pour attaquer. Cela permet une pression continue sur le sous-marin ennemi. Le navire est parfois appelé Pantava à cause de sa forme distinctive. Bien qu'ils aient été construits à l'origine uniquement pour la guerre anti-sous-marine, la marine russe a réalisé que c'était trop limitant. Alors, les modernes, comme le Marshal Shapochnikov, ont été réaménagés. Ils ont arraché l'ancien équipement et installé des lanceurs universels modernes pour missiles calibrés et Uranus, transformant efficacement un vieux chasseur de sous-marins en destroyer multirôle qui peut aussi couler des navires. C'est comme prendre une muscle car classique et y mettre un moteur Ferrari moderne. Ces navires sont bruyants, ils sont lourds et ils sont incroyablement résistants. Ils forment l'épine dorsale des flottes du Pacifique et du Nord, patrouillant les eaux froides où les sous-marins nucléaires aiment se cacher. Si l'Udaloa est le bouclier contre les sous-marins, la classe Sovromeni est l'épée contre les autres navires. Ce destroyer a été construit pour une raison, détruire les porte-avions américains. C'est un spécialiste de la guerre de surface et il a l'air méchant. Déplaçant près de 8000 tonnes à pleine charge, c'est une pièce massive d'ingénierie navale s'étendant sur 156 mètres de longueur. La carte de visite principale du Sovromeni est le missile Moskit, connu par l'OTAN sous le nom de Sunburn. Ces missiles sont énormes, supersoniques et conçus pour raser l'eau à des altitudes incroyablement basses pour éviter la détection radar jusqu'à la toute dernière seconde. Si un Sovromeni tire sur toi, tu as très peu de temps pour réagir. Cependant, cette classe a une réputation un peu sale, littéralement. Ils sont propulsés par des chaudières à vapeur haute pression qui sont notoirement difficiles à entretenir et produisent beaucoup de fumée noire. On dit souvent qu'on peut sentir un Sovromeni avant de le voir. Les problèmes de chaudière ont tourmenté la classe, conduisant beaucoup d'entre eux à passer des années assis au quai parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas générer de puissance de manière fiable. Malgré cela, la pure puissance de feu qu'ils transportent est indéniable. Ils sont aussi équipés de canons double massif de 130 mm à l'avant et à l'arrière qui peuvent faire pleuvoir des obus sur des cibles avec une vitesse terrifiante. La Chine a en fait acheté plusieurs de ces navires à la Russie dans le passé parce qu'elle voulait cette capacité anti-porte-avions. C'est une machine de force brute, priorisant les dégâts bruts plutôt que la furtivité ou le confort. Nous entrons maintenant dans le royaume des géants. Les croiseurs classe Slava sont iconiques, tu connais peu. Être cette classe à cause du Moskva qui était le navire amiral de la flotte de la mer Noire avant sa perte. Ces navires sont facilement identifiables par les 6 tubes de missiles massifs alignés le long des côtés du pont. Ils ressemblent à des rangées de bazookas sous stéroïdes. Un croiseur classe Slava déplace environ 11 500 tonnes. C'est énorme. Ils mesurent 186 mètres de long et ont été conçus comme une alternative conventionnelle, moins chère aux croiseurs de bataille nucléaire que nous verrons ensuite. Le surnom de ce navire pendant la guerre froide était le « tueur de porte-avions », un titre qu'il partageait avec le Sovromeni, mais le Slava avait beaucoup plus de portée. Ces tubes sur le côté contiennent les missiles Sandbox, qui sont de la taille d'un petit poteau téléphonique. La logique était simple, lancer un essaim de ces missiles massifs sur une flotte ennemie et submerger leur défense par le volume et la vitesse pure. Ces navires sont essentiellement des batteries de missiles flottantes, avec un équipage de près de 500 marins. L'intérieur est un labyrinthe de couloirs et de machines, rempli de technologies analogiques qui a été mise à niveau au fil des décennies. Malgré la perte du navire de tête, les croiseurs classe Slava restants, comme le Variag dans le Pacifique, sont toujours très actifs. Ils agissent comme navires amiraux, coordonnant des forces opérationnelles entières. Quand un croiseur Slava se présente dans une région, c'est une déclaration diplomatique que la Russie fait attention. C'est un symbole de puissance brute et non dissimulée, conçu pour avoir l'air intimidant juste en flottant là. Au numéro 2, nous avons un navire qui défie la logique. Le croiseur de bataille classe Kirov. Ce n'est pas juste un navire,
c'est une forteresse flottante. C'est le plus grand navire de combat de surface actif au monde qui n'est pas un porte-avions. On parle d'un monstre qui déplace entre 24 000 et 28 000 tonnes. C'est plus du double de la taille de la classe Slava qu'on vient de regarder. Il mesure 252 mètres de long, ce qui est absolument gigantesque. La partie la plus folle, il est propulsé par l'énergie nucléaire. Cela signifie qu'il a essentiellement une portée illimitée. Il peut naviguer autour du monde plusieurs fois sans jamais avoir besoin de refaire le plein. Il doit seulement s'arrêter pour obtenir de la nourriture pour l'équipage. Le plus célèbre actuellement en service est le Piotr Veliki, ou Pierre le Grand. Ce navire transporte tellement de missiles qu'il est surnommé le navire arsenal. Il a des centaines de missiles pour la défense aérienne, la guerre anti-navire et la guerre anti-sous-marine. Il transporte les lourds missiles Granit cachés sous le pont, qui sont conçus pour éliminer des groupes de frappe de porte-avions. La classe Kirov est si grande qu'elle a sa propre salle de sport, un sauna et des zones de détente pour l'équipage de plus de 700 hommes. Il a été construit pour opérer indépendamment dans l'océan pendant des mois, traquant des flottes ennemies entières tout seul. Quand le Kirov a été lancé pour la première fois, les États-Unis ont dû réactiver leur cuirassé juste pour avoir quelque chose qui pouvait égaler sa présence. C'est l'expression ultime de la puissance navale soviétique, énorme, nucléaire et lourdement armée. C'est une relique d'une époque où plus grand était toujours mieux, et le voir fendre les vagues est un spectacle terriblement majestueux. Enfin, au numéro 1, le navire de guerre absolument le plus grand de la marine russe est le porte-avions classe amiral Kuznetsov. C'est le roi de la liste. Déplaçant environ 58 000 tonnes à pleine charge, il domine tout le reste. Il mesure 305 mètres de long. Contrairement aux porte-avions américains qui utilisent des catapultes pour lancer des avions, le Kuznetsov utilise une rampe tremplin de saut à ski massive, à la proue. Les jets font exploser leur moteur et se lancent de la rampe dans les airs. Mais voici le twist. La Russie ne classe pas ceci simplement comme un porte-avions, mais comme un croiseur lourd porte-avions. Pourquoi ? Parce que contrairement aux porte-avions occidentaux qui dépendent uniquement de leurs avions pour la protection, le Kuznetsov transporte ses propres missiles anti-navires lourds cachés dans le pont d'envol. Il peut mener ses propres batailles, même si les avions sont cloués au sol. Cependant, ce navire est célèbre pour ses galères mécaniques. Il brûle un carburant lourd appelé mazout, ce qui entraîne souvent une épaisse colonne de fumée noire qui peut être vue depuis l'espace. Il a été tourmenté par des accidents, des incendies et même une grue tombant dessus pendant qu'il était en réparation. Il voyage généralement avec un remorqueur juste au cas où il tombe en panne, mais malgré les mimes et les blagues, il reste une projection massive de puissance. Il permet à la Russie de lancer des frappes aériennes depuis la mer, comme elle l'a fait en Syrie. Il transporte des chasseurs Su-33 et MiG 29K, ainsi qu'une flotte d'hélicoptères. Et voilà les amis, c'était les 10 plus grands navires de guerre de la marine russe. Laquelle de ces machines t'a vraiment impressionné ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de liker et de t'abonner si tu veux voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.